Bonjour, je me trouve aujourd'hui dans un champ qui, du fait de son exposition solaire et de la présence d'un petit ruisseau à côté qui humidifie le sol, est envahi par une plante qui a gagné tout le champ et que vous avez certainement reconnu puisqu'il s'agit d'une prêle. Alors il existe en France 8 prêles, dont 2 surtout ont servi en phytothérapie, la prêle des champs Equisetum arvincé et la prêle ivoirine Equisetum telmateia, que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui parce qu'elle est assez facile à identifier. C'est une prêle qui peut faire jusqu'à 1 à 2 mètres de haut, qui a une tige très robuste et c'est toute la tige de base en haut est de couleur ivoirine. C'est intéressant de bien reconnaître les prêles parce qu'il existe une prêle, par exemple la prêle palustre, qui lorsqu'elle est trop utilisée peut avoir une activité toxique. Alors ces prêles portent également le nom de queue de cheval, il suffit de regarder la plante pour comprendre d'où peut venir le nom. Et effectivement, le nom latin déjà signifie queue de cheval, puisque Equisetum vient de Equus, le cheval, et Seta, la soie, le crin, donc qui rappelle la queue de cheval. La prêle fait partie des plantes qui entrent parfaitement dans le cadre de la théorie des signatures, qui était chère au savant Paracelse, qui vécut vers les années 1500. Les dieux à la création ont indiqué aux hommes le moyen d'identifier les vertus des plantes par leur ressemblance avec les organes, à soigner ou à fortifier. Les plantes signaient ainsi leur usage thérapeutique. Les adeptes de la théorie des signatures voyaient ainsi dans la tige de prêle, qui est formée de segments emboîtés les uns dans les autres, le remède des maladies des os et notamment de la colonne vertébrale. En usage traditionnel, la prêle se situe depuis longtemps au sommet de la pyramide des plantes médicinales et j'ai l'habitude de dire qu'elle est au poste de DRH pour la bonne raison qu'elle est diurétique, reminéralisante et hémostatique. Alors l'intérêt de l'activité diurétique est important puisque on lui considère également une activité dans les lithiases et donc dans les calculs des reins. Elle est intéressante parce qu'elle alcalinise les urines, donc on pourra l'associer à des plantes comme la busserole pour désinfecter les reins. Ensuite elle est reminéralisante et elle a été utilisée notamment dans le rachitisme, la faiblesse osseuse, les consolidations des fractures et la déminéralisation chez les gens âgés. Ensuite elle est hémostatique et ça c'est un ancien emploi, elle était utilisée dans les saignements de nez, les flux hémorroïdaires, les crachements de sang et les hémorragies utérines. Le très grand intérêt médicinal de cette plante est sa richesse en minéraux et notamment en silicium. Elle va renfermer 3 types de silicium. Un silicium qui est sous forme amorphe et que le corps n'est pas capable d'utiliser, et du silicium sous forme d'acide silicique qui est hydrosoluble et qui va passer rapidement dans le sang, et un silicium qui est fixé à des acides organiques. Alors c'est très important parce qu'on considère actuellement qu'une partie de la population est en déficit en silicium, soit parce qu'on n'en trouve pas assez dans l'alimentation, soit parce que les sources sont des sources de silicium qui est très peu biodisponible. D'où l'intérêt de faire une complémentation en silicium par l'intermédiaire de cette plante ou d'autres plantes comme le bambou et l'ortie. Le silicium n'a pas une activité catalytique comme d'autres minéraux, par exemple le fer, le zinc ou le cuivre, mais bien un rôle de structure et d'architecture macromoléculaire, ce qui en fait un initiateur de croissance et de régénération, notamment au sein des tissus, et dont le plus abondant, le tissu conjonctif. Il influence donc tous les tissus où ces substances jouent un rôle important, où le silicium est nécessaire, et sa présence sera donc bénéfique pour la régénération de la peau, des articulations, des ongles et cheveux, la calcification osseuse, la cicatrisation et la souplesse des vaisseaux et l'athérosclérose. Il va être intéressant également en usage externe où on mettra à profit toutes les propriétés du silicium qui sont cicatrisantes et régénérantes tissulaires. Comment utiliser la prêle? Eh bien, quand elle est très jeune, comme c'est le cas sur l'image ici, elle peut être directement consommée en salade, tant qu'elle reste encore tendre. Autrement, on l'utilisera en infusion. Il faut boire 3 tasses par jour d'une infusion qui est préparée en versant 150 ml d'eau bouillante sur 2 cuillerées à café rases de prêle, ça fait à peu près environ 2 grammes, et il faut filtrer après 10 à 15 minutes. On pourra utiliser aussi la poudre, 1 à 2 grammes avant chacun des 2 repas, mais dans ce cas-là, il faut bien boire toute la journée, ou alors une petite cuillerée à café 3 fois par jour. On peut préparer soi-même cette poudre, il suffit de faire sécher les plantes en bouquet suspendu, d'ôter la tige principale, ensuite de passer le tout à la moulinette électrique. En usage externe, la décoction de prêle s'emploie efficacement
en compresse sur les ulcères des jambes, les plaies, l'eczéma, les inflammations et les prurites, en bain de bouche dans les aftes rebelles. La consistance rude des prêles est liée à leur richesse en silice, ce qui a valu aux prêles leur ancienne utilisation, notamment comme abrasif pour polir les bois, les métaux, récurer les casseroles, bouteilles et pour la ferblanterie. En particulier, c'était la prêle détourneur qui était utilisée, Equisetum hyemale.